Imaginez avoir écrit cela dans les années 60, c'est magnifique. C'était les prémices du féminisme. Aujourd'hui, le féminisme, c'est l'ère MeToo. Et forcément, le féminisme met des habits neufs. C'est le titre du livre, Les habits neufs du féminisme. Êtes-vous féministe, vous, les auditeurs de Sud Radio? 0826 300 300, vous nous le dites. Ou alors êtes-vous féministe, mais un peu différemment de ce qui se fait aujourd'hui? C'est d'ailleurs l'idée que développe et propose Sabine Procoris, qui a écrit Les habits neufs du féminisme aux éditions Intervalle. Bonjour Sabine Procoris. Bonjour. Vous êtes philosophe et psychanalyste. Alors j'en profite pour dire, ce n'est pas un très gros livre, il y a 80 et quelques pages, mais c'est écrit avec une expertise philosophique et psychanalyste. Donc il faut vraiment bien prendre le temps de le lire. Et ça commence de manière assez forte. Regardez ce cœur d'hommes blancs imbus de leur autorité justifiant le droit que s'arroge un violeur en série. Ça, ce sont des propos féministes que vous fustigez. Il faut lire le tweet en entier, parce que la suite quand même... Mais ça aurait fait long en radio. Oui, mais la suite, c'est quand même... On le promet à une mort ignominieuse, oui. Et on va le castrer en prime pour le jeter au port. Donc c'est quand même... c'est pas un tweet d'un troll, si vous voulez, comme on en a des centaines sur les réseaux sociaux. C'est très violent. Un professeur d'université, et le violeur en série, c'est qui? C'est Donald Trump. Pourquoi? Alors, Donald Trump, vous vous rappelez, a été accusé au moment où c'est pas Donald Trump, pardon. Au moment où il voulait, c'est pas Donald Trump, c'est le juge Brett Kavanaugh. Excusez-moi. Oui, aux États-Unis toujours. Quand oui. Donald Trump voulait le faire nommer à la Cour suprême en raison de ses positions conservatrices sur l'IVG, au lieu que les féministes, c'était en 2017, au début de MeToo, au lieu que les féministes se préoccupent de cela. Moi, je n'ai vu aucun hashtag mondial « je veux pouvoir avorter librement ». Non, elles se sont jetées sur une frasque sexuelle alléguée 40 ans auparavant, où il aurait montré son sexe. C'est pas très glamour, je vous l'accorde. Effectivement. Ils étaient tous bourrés quand il avait 17 ans dans une boum. Donc ça, déjà, violeur en série, c'est un peu beaucoup. Ça fait beaucoup. Et c'est quand même, les urgences féministes ne semblent pas exactement celles-là sur ce chapitre. Et ça plante le décor de votre livre, en fait. Ce que vous dites... alors, vous dites plein de choses, mais j'essaye de synthétiser. Oui. C'est finalement les féministes d'aujourd'hui se trompent de combat. Souvent se trompent de combat pour beaucoup de raisons. D'ailleurs, vous avez cité vous avez dit le féminisme met des habits neufs et le titre de mon livre, mais le titre de mon livre fait référence à un conte de Grimm. Je pense qu'il m'a énormément marqué. Oui. Vous connaissez tous, qui est le conte des habits neufs de l'empereur. D'accord. Où deux escrocs se présentent devant un empereur très très comme ça magnifique, cet empereur, et il lui propose de lui faire le plus bel habit du monde avec des pierres précieuses, des perles, des émeraudes et des fils d'or. Donc il demande tous ces matières, toutes ces choses-là qui coûtent évidemment très très cher. Et puis ils cousent, ils sont dans leur atelier et l'empereur vient. Et alors ils ajoutent quand même une chose importante, c'est que si ceux qui ne verront pas le vêtement, c'est la preuve qu'ils sont bêtes. Ouais. Ils prennent leurs précautions. Donc l'empereur vient faire les essayages, mais il n'y a pas d'habit. C'est-à-dire qu'ils empochent juste les pierres précieuses et le reste, mais ils ne font rien. Et puis quand l'habit est censé être terminé, il revêt l'habit, c'est-à-dire il est nu. Et il ne revêt rien du tout. Et il part en procession dans la ville, il fait froid, il a froid, donc il se dit, oui. Il voit pas d'habit, mais il dit, je vais surtout pas le dire parce que j'aurais l'air de quoi, puisqu'on est bête si on voit pas l'habit. Les courtisans tous aussi, ils disent, on va pas avoir l'air bête. Sauf un petit gamin qui dit tout d'un coup, mais il est tout nu. Donc l'empereur continue. Mais en fait, il est tout nu, il n'y a pas d'habit. Et je pense que quand je dis les habits neufs du féminisme, je veux dire par là que le féminisme contemporain, le MeToo féminisme, il est déréalisé. Voilà. Bon, alors, bravo pour ce petit conte de Grimm que je n'ai pas lu. Alors, j'en parlerai à ma mère, justement. Ah bah oui. Parce que ça m'aurait aidé. Ça m'aurait aidé. Bon, le féminisme, vous en parlez, 0826 300 300, vous les auditeurs de Sud Radio, parce que, la tendance du livre de Sabine Procoris est claire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, c'est la problématique plus du genre. Voilà. C'est la remise en question d'une espèce de suprématie d'un sexe sur l'autre. Alors, reprenons chaque problématique. Le genre, la théorie du genre. C'est-à-dire la féministe aujourd'hui, ou le féministe, pourquoi pas, ne veulent plus de genre. Non, c'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça. C'est-à-dire, il y a la question de la lutte contre
la domination dans les sociétés, l'assujettissement des femmes aux hommes, c'est pas une affaire récente. Non. Ça date même de bien avant mai 68. Quand même, le deuxième sexe, c'est 1949. Et depuis Olympe de Gouges, etc., les suffragettes britanniques, etc. C'est-à-dire la question de la domination masculine, la valence différentielle des sexes, plutôt, comme disait Françoise Héritier, c'est un thème évidemment du féminisme, dont le sens est lequel ? Que le fait que disons que pour le résumer dans les mots de Simone de Beauvoir, le fait d'avoir des ovaires ne vous prédispose pas à une vie d'assujettissement. C'est tout. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc maintenant la question du genre. Alors le genre, c'est utilisé. Il y a beaucoup de confusion aujourd'hui sur la question du genre. C'est-à-dire que le terme n'est pas utilisé au sens ni sociologique, ni historique, ni même psychique. À savoir un concept qui permet de décrire la manière ou les manières dont les sociétés et les individus se rapportent à ce que Robert Musil appelait la complication réaliste, c'est-à-dire la réalité matérielle du sexe. Ouais. C'est utilisé autrement, le genre. Alors, oui, donc c'est utilisé autrement, sous-entendu, finalement, s'il y a un genre, on accepte la domination... Non, c'est pas ça. C'est que le genre, aujourd'hui, dans la mouvance, disons, de la philosophe Judith Butler et de toute cette mouvance qui est relayée en France par exemple, Preciado, ouais. Ça n'est pas ça. Le genre, ça n'est pas ça. C'est une théorie de la domination occidentale hétéro-patriarcale. Autrement dit, le genre, c'est pas un concept descriptif, c'est la matrice qui permet de penser la domination. C'est comme ça que le planning familial vous explique genre, classe sociale, ce que ce n'est pas. Voilà, et il dit qu'en Occident... Quand vous dites c'est ça, bien sûr, chez les féministes d'aujourd'hui, oui, c'est-à-dire c'est pas du tout le genre au sens classique, c'est le gender américain, si vous voulez, qui vient de là, qui est juste une théorie, en fait, circulaire de la domination. Donc on est à côté, on n'est pas dans la réalité. Bon, on est clairement en présence, chez ces féministes-là, dont vous parlez, d'une guerre contre les hommes, qui, en plus, alors là, c'est dans votre livre une partie très importante qui se nourrit finalement du virtuel des réseaux sociaux. Oui, alors bon, j'ajouterais juste une chose, justement puisque vous parlez du virtuel. Le genre, c'est produit par ce qu'ils appellent un récit. Et le récit, alors il va falloir faire un contre-récit, mais le récit, c'est pas juste ce qui vous raconte la réalité d'une manière plus ou moins biaisée, c'est ce qui génère la réalité. Ouais. Y compris la réalité matérielle. Non, c'est ce que ça génère. Le planning familial vous explique en gros que le récit patriarcal assigne le sexe à la naissance, c'est-à-dire on constate pas le sexe d'un enfant, on le génère par des normes de longueur du pénis et du clitoris, ce qui est juste délirant. Oui. Donc oui, alors évidemment ça fait partie des discours féministes que vous avez entendus. Bien sûr. Et donc, quelle démarche vous avez eue pour écrire ce livre, Sabine Procoris, je le rappelle à nos auditeurs de Sud Radio, vous êtes philosophe et psychanalyste. Vous avez compulsé toutes les déclarations. Ça fait très longtemps que je compulse, parce que déjà, en fait, il vient dans la suite de mon livre précédent qui s'appelle Le Mirage MeToo, qui est paru il y a un peu plus d'1 an, dans lequel j'analyse absolument cette gendérisation du féminisme, comme je dis. Et ça date de quelle période? Alors commence quand? Ça commence, je pense, cette tendance-là arrive au début des années 2000. Au début des années 2000. Avec l'idée de l'inclusivité et de la lutte des minorités, mais les minorités conçues comme des identités. D'ailleurs, c'est assez curieux de considérer les femmes comme des minorités, parce que ce n'est ni anormal d'être une femme, donc c'est pas juste un écart par rapport à la norme, ni au sens statistique. Oui. Mais l'idée, c'est que à partir du moment où on est discriminé, on a une identité victime, si vous voulez. Donc on fait de la situation de discrimination une identité. Donc ça commence dans les années 2000 et ça a explosé dans le champ féministe avec MeToo. Ce qui en fait ressort, par exemple le récit patriarcal qui assignerait arbitrairement à la naissance, voilà ce que vous disiez. Donc ça veut dire finalement que dans ce combat de certains féministes, on part du principe d'une certaine manière que être femme, c'est être désavantagé. Donc on va finalement dans le sens contraire de ce qu'on voudrait faire. C'est-à-dire, ça, c'est, si vous voulez, le fait que les femmes... Alors bon, en plus, il faut regarder les choses de près et l'évolution des choses dans nos sociétés. On n'est pas en Afghanistan. Quand vous voyez le rapport du Haut Commissariat à l'égalité, vous avez l'impression qu'on nous parle de la situation des femmes en Afghanistan. Ni en Afghanistan, ni en Iran, ni dans de nombreux pays, simplement, bien entendu que le fait de naître dans telle situation, c'est une femme...
d'une certaine manière, dans la plupart des sociétés, et historiquement, on est désavantagé, d'accord? Mais la question, c'est conquérir en effet l'égalité. Mais là, il ne s'agit pas de conquérir l'égalité, il s'agit de retourner la domination, c'est-à-dire de prendre le pouvoir. De retourner même un peu plus loin la nature en elle-même, non? Pour la nature, enfin, que voulez-vous, la nature, c'est pas ça qui détermine qu'on soit homme. Enfin, c'est-à-dire, ce qui est réel, la réalité matérielle, la complication réaliste, comme on dit, bien entendu, elle existe. Après, le fait de s'identifier comme homme ou femme, pour personne, ça n'est un trajet direct du corps à la vie psychique. C'est un trajet sinueux qui passe par des identifications inconscientes, si bien que par exemple, la minorité, enfin, comment dire, l'exception trans, c'est juste un cas particulier du parcours ordinaire. Sauf que les effets ou les conséquences pratiques et matérielles sont beaucoup plus compliquées que pour la plupart des gens. Oui, mais puisqu'on sort de certains repères sociaux qui sont très forts. Comme disait très bien Fanny Ardant, est-ce que ça vous définit vraiment d'être homme ou femme? Pas vraiment. D'ailleurs, quand on considère le corps électoral, comment il est défini? Pas parce qu'on est homme ou femme, mais par la majorité et l'âge et la citoyenneté. En tout cas, dans les démocraties modernes. Bon, sur ce féminisme-là, il est question finalement d'un petit peu de manichéisme, de dire les hommes sont pourris et les femmes sont magnifiques. C'est la tendance ou pas dans MeToo? Pour être binaire, il est binaire et manichéen. Il est binaire, et manichéen. Voilà. C'est-à-dire, en gros, dans le système de domination du genre, produit par le genre et que le genre produit, donc ça tourne en rond. C'est la poule et l'œuf, et l'œuf et la poule. Oui, c'est l'effet boule de neige aussi. C'est l'effet, c'est circulaire, donc c'est faux. Il n'y a pas d'analyse circulaire qui tienne. Une analyse circulaire, c'est dire l'opium fait dormir par sa vertu dormitive. Ça ne vous apprend rien, si vous voulez. Mais l'idée, c'est qu'il y a d'un côté, dans le système de domination, les dominants, les prédateurs, si vous voulez, de l'autre côté, les proies. C'est-à-dire que par définition, les femmes seraient des proies systémiques, si vous voulez. Voilà. J'ai eu l'occasion, peut-être vous aussi, les auditeurs de Sud Radio, vous n'hésitez pas à réagir, 0826 300 300 sur Sud Radio, c'est le principe. Même si là, c'est vrai, on vous écoute, Sabine Procoris, vous avez une approche philosophique, psychanalyste, donc avec vos mots, avec vos idées. Je suis allé voir comme beaucoup le film sur Simone Veil, et j'avais ma fille avec moi, adolescente, qui du coup, elle aussi a un petit côté féministe, comme toutes les filles d'aujourd'hui. Et nous sommes venus finalement à dire que c'était une grande icône du féminisme pour les droits de la femme, mais que dans ce film, il y a des scènes dans les camps de concentration où celles qui battent sont aussi des femmes. Bien entendu. Vous croyez que les femmes sont pas violentes? Bien sûr que si, elles le sont. Mais justement, puisque vous parlez de film, moi je voudrais vous parler du film dont on a beaucoup parlé tard, sur la chef d'orchestre. C'est un film magnifique, mais tout le monde l'a pris, y compris les gens les plus, même des gens, même quelqu'un comme Luc Levaillant en Libération, a vu ce film comme le portrait d'une prédatrice, sauf que la prédatrice était une femme. Mais c'est pas ça. Ce n'est pas une prédatrice, c'est pas quelqu'un qui commet des abus de pouvoir, c'est quelqu'un qui a une exigence artistique comme n'importe quel grand artiste, si vous voulez, artiste, qui est il y a des rapports de séduction mais qui sont mutuels. Ça n'est pas une MeToo, enfin une prédatrice au féminin. Réaction des auditeurs et des auditrices. Chantal à Prades, Prades dans les Pyrénées-Orientales. Oui, pas très loin de Perpignan, d'Argelès-sur-Mer, etc. C'est les vacances. Chantal, votre avis sur le féminisme? Bon, là, on sent bien à travers ce livre que on remet un petit peu les choses en place parce que il y a un féminisme extrémiste. Tout à fait. Moi, je ne suis pas dans bonjour d'ailleurs. Je ne suis pas dans un féminisme extrémiste. Moi, j'ai 69 ans depuis peu et maman militait déjà au planning familial. Donc, j'ai vraiment été élevée là-dedans. Mais ce qui me choque énormément, maintenant avec le recul du temps et de l'âge et surtout de la patience, je m'aperçois que tout est fait, même dans les chansons. Quand on écoute une chanson, quand on est femme maintenant, on s'aperçoit que tout est fait pour un masculin. Et ce qui me dérange souvent dans les combats féministes d'aujourd'hui, qui ont un petit peu, philosophiquement un peu dégénéré vers de l'américanisme, où tout est dans l'excès, je trouve que par exemple, la grande gloire que je serais, par exemple pour le salaire, eh bien, puisque nous avons 25% de moins, et que les hommes aient 25% de moins comme nous. Ils vivraient pareil que nous. Là, oui, ça serait une superbe lutte. Mais ensuite, au quotidien, comme la dame vient de dire, dès qu'il y a un film
fait par une femme, immédiatement, ça devient quelque chose d'exceptionnel et assez sulfureux. Moi, je suis une ancienne chef de cuisine et j'ai connu quand les femmes étaient en cuisine, nous étions très mal vus. Quand on faisait un faux plat, c'est un milieu assez macho, hein. Mais voilà, mais on me disait, excusez-moi le mot, est-ce que vous avez vos ragnagnas? Non, mais de quoi je me mêle? Aïe, aïe, aïe. Bien sûr. Ouais. Bon, merci Chantal. Et merci aussi pour votre clin d'œil sur les musiques, parce que j'ai volontairement pris une chanson très ancienne de Barbara pour lancer le débat, parce que c'est vrai que c'était très féministe, mais c'était pas la même approche. Juste pour conclure, Sabine Procoris, je rappelle, hein, vous avez écrit donc ce livre, Les habits neufs du féminisme, aux éditions Intervalle. Vous pensez que ce discours va évoluer? Alors là, j'en sais rien. Je pense qu'on en a pour un bon petit moment. Ouais. Ouais, parce que quand on voit comment les jeunes générations sont prises dans ces combats dits inclusivistes, parce que Madame parlait du planning familial, mais il faut quand même savoir que certains plannings familiales dans le sud de la France, justement, ont considéré que quand une femme était musulmane, eh bien, c'était normal qu'elle ait l'autorisation de son mari pour avoir une contraception. Oui, deux poids, deux mesures. Donc, mais oui, mais c'est parce que c'est l'alliance des discriminés, donc les musulmanes. Bien compris, voilà. Bon, merci beaucoup à vous, Sabine Procoris. Nous nous retrouvons demain sur Sud Radio. Nous laissons la place à André Berkoff. Merci.